1500 € d'économie par salarié ou par collaborateur par an et un nouvel état d'esprit. C'est le résultat, c'est quelques slides d'une carte mentale que j'ai faite, que vous avez sur le deuxième slide et qui effectivement n'est pas lisible. Et je vais faire les zooms sur les principaux items de cette carte. Au passage, je vous recommande, si vous ne l'utilisez pas, cet outil carte mentale qui permet d'avoir une vision synthétique sur une seule page d'un projet ou d'une conférence. Le logiciel que j'utilise, c'est Xmind, et c'est un logiciel qui est gratuit. Voilà, je voulais vous le dire. Alors, la cible de cette conférence, c'est bien sûr les dirigeants, puisque ce sont les dirigeants qui sont les principaux, je dirais, acteurs de la mise en place d'une solution qui permet ce type d'économie et ce changement d'état d'esprit. Ce sont aussi, dans une moindre mesure, les managers qui peuvent convaincre leurs dirigeants. Cette solution est applicable bien sûr dans les administrations, dans les institutions, donc les élus peuvent être directement concernés, et puis les consultants qui peuvent proposer ce type de solution que je vais évoquer à leurs clients. Le contexte de cette conférence, c'est finalement de rechercher la performance et la compétitivité d'une entité. C'est dans le cadre d'un projet d'augmentation de marge, on pourrait dire à un minimum de 15%, donc de présenter un système simple et performant pour réaliser ces 1500 € d'économie par salarié chaque année et en parallèle mettre en place une culture de progrès continu. Ça s'inscrit aussi dans l'usine du futur, qui est un projet qui vient de sortir des cartons et qui a été diffusé tout récemment par la Fédération des industries mécaniques et dans lequel on retrouve bien sûr un paragraphe important, ou en tout cas des chapitres importants sur l'innovation, sur la mobilisation des salariés, l'innovation ouverte, donc des sujets sur lesquels on va revenir tout de suite. Si vous le souhaitez, je pourrais vous envoyer le lien vers le document d'une 60aine de pages sur l'usine du futur. Alors, cette usine du futur, elle évoque bien sûr un sujet qui est totalement d'actualité et qui s'intitule l'entreprise libérée. Si vous avez regardé une émission récente sur M6, c'était dimanche dernier où justement il y avait un reportage sur l'entreprise libérée. L'entreprise libérée qui a pour vocation de mettre l'homme au cœur du progrès. Donc une usine du futur où on dit l'homme au cœur du progrès, ça veut dire que l'homme, on va essayer de faire en sorte qu'il soit motivé par l'amélioration des processus qu'il pilote ou dont il a la charge, qu'il soit compétent, c'est-à-dire que ses connaissances soient appliquées de façon qualitative et que cet homme au centre du progrès, il sache bien communiquer, partager son savoir-faire, qu'il adopte les valeurs de l'entreprise, qu'il partage les objectifs. D'où cette formule que j'aime beaucoup, qui est l'efficacité collective égale la motivation fois les compétences et fois la communication. Donc un rassemblement de personnes motivées, compétentes et qui communiquent bien entre elles. Alors les objectifs de cette présentation, c'est donc de présenter les composantes de cette solution, ses bénéfices et puis les 5 clés pour une mise en place réussie et surtout pérenne, parce que dans toutes ces démarches, le point clé, c'est vraiment d'assurer la pérennité de ce qu'on met en place. Et puis, pour certains qui sont dirigeants et qui ont la capacité de décider pour leur entreprise,
c'est de vous donner envie de démarrer un projet d'innovation participative. Voilà. Et donc pourquoi, pour quels bénéfices? Eh ben, à la fois des bénéfices qu'on va regarder à la fois pour l'entreprise et aussi pour le citoyen. Alors pour l'entreprise, donc c'est le slide numéro 9. Je suis désolé, je ne vous avais pas donné les numéros de slide, je suis au numéro 9. Il y a des aspects économiques, il y a des aspects sociaux, et puis je donnerai l'exemple de ma propre entreprise, AL Consulting, dont nous avons utilisé la solution donc pour construire le produit et puis l'améliorer. Alors sur le slide numéro 10, donc sur l'aspect économique, j'ai passé 15 années chez Renault, 15 bonnes années chez Renault, et en faisant mes recherches sur le net et en regardant le bilan social de Renault, et j'ai retiré le chiffre que vous pourrez vérifier vous-même, c'est que Renault, dans les années 2009, 2010, 2011, a réalisé 130 millions d'euros d'économies en mettant en place, enfin pas en mettant en place, en exploitant le système d'innovation participative qui est en place depuis beaucoup d'années, puisque quand je suis entré chez Renault en 75, il existait déjà. Après, il a été bien sûr modifié, amélioré. Il y a un des acteurs principaux d'ailleurs qui est dans cette conférence et qui nous en parlera peut-être un peu tout à l'heure. Et donc Renault est un bon exemple de ce qu'on peut faire en termes d'économie, avec bien sûr toute une dynamique dans le système de reconnaissance, dans le système de récompense, qui est tout à fait intéressant. Bien sûr, Safran, Orange, etc. Mettent en place des systèmes d'innovation participative, donc principalement dans les grandes entreprises. Et le chiffre que j'ai tiré des 1500 euros, c'est le chiffre résultant du bilan social de Renault, puisque les autres évoquent plutôt un certain nombre d'idées réalisées dans l'année. Orange dit, voilà, on a eu 20 000 idées cette année, mais ils ne donnent pas les chiffres de gains. Donc moi, j'ai pris le chiffre de gains qui était donné par Renault. Voilà, d'où ce chiffre de 1500. Alors sur le plan social, pour tous les collaborateurs, on va y revenir, et de réduire bien sûr le principal gaspillage. Pour tous les collaborateurs sur le slide numéro 12, c'est une ambiance et des conditions de travail améliorées puisque ça concerne le progrès. Donc les idées de progrès qui sont génératrices de ces gains permettent d'améliorer les conditions de travail bien souvent, d'améliorer l'ambiance puisqu'on a une occasion nouvelle de dialogue entre les gens et leur hiérarchie. Ça demande bien sûr une nouvelle approche managériale où on le verra, la confiance, le dialogue, le respect sont des valeurs importantes et ça permet de développer un nouvel état d'esprit, à savoir que les gens se sentent plus reconnus, que leurs idées sont prises en compte, que si ces idées-là ne sont pas retenues, on leur explique pourquoi. Donc on est dans une forme je dirais, d'implication, de relations beaucoup plus conviviales et moins hiérarchiques entre les membres des équipes et leurs managers. Sur le slide numéro 13, donc ce nouvel état d'esprit, c'est finalement cette volonté de faire de mieux en mieux jour après jour, c'est d'adopter de nouveaux comportements et puis c'est de concrétiser des valeurs qu'éventuellement l'entreprise, pas qu'éventuellement, mais que l'entreprise aura diffusées. Et par exemple, je mets ici sur le slide 14 les valeurs de confiance, les valeurs de respect, les valeurs d'audace. Tout récemment, on a eu un contact avec Michelin. Pour Michelin, la principale valeur, c'est respect du client, respect des collaborateurs,
respect de l'environnement, respect des faits et respect des fournisseurs. Voilà. Donc cette notion de respect est très importante. C'est ce qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans certains outils du Lean comme le 5S, qui est une école de respect pour tous. Donc l'exemple que je voulais vous donner, c'est celui d'Agile Consulting que je connais bien, puisque le produit qui s'appelle iDesign, dont je vous parlerai tout à l'heure, on l'a utilisé pour le construire et pour l'améliorer. Et sur ce projet, on a émis 435 idées. Il y a eu 1110 commentaires et 338 votes. Ça a concerné pendant 4 ans les 4 personnes de l'entreprise, qui a donné 36 idées par personne et par an, ce qui est un bon taux. Et puis surtout, le taux de réalisation a été de 78%. Donc je reviens sur le taux, 36 idées par personne et par an. Bien sûr, c'est plutôt des taux qui sont aujourd'hui atteints par des entreprises comme Toyota. Je pense qu'un bon objectif, un bon premier objectif, c'est d'avoir, pour ceux qui n'ont pas démarré, d'avoir 5 idées par personne et par an, et d'atteindre au bout de 1 ou 2 ans une dizaine d'idées par personne et par an. Ça veut dire pour 100 personnes, pour une entreprise de 100 personnes, c'est 1000 idées d'amélioration par an. Hein, voilà un petit peu le schéma. Aujourd'hui, un de nos clients, Forcia, est plutôt sur un trend de 15 à 16 idées par personne, 15 à 16 idées d'amélioration par personne et par an. Sur le slide numéro 16, donc pour le citoyen, c'est l'esprit et les comportements anti-gaspillage qui sont développés ou qui sont valorisés à l'intérieur de l'entreprise sont bien sûr transposables dans la sphère citoyenne pour tout ce qui concerne en particulier les économies et les économies d'énergie, entre autres. Donc, comment mettre en place le processus? Les étapes, les 6 conditions de succès. Il me reste que 6 minutes, donc je vais aller un petit peu plus vite. Donc, sur les étapes, vous les retrouverez dans un document que j'avais réalisé pour l'usine nouvelle, un e-briefing, et sur communiqué. Le 3e point, c'est une organisation et des rôles définis, le facilitateur, les ambassadeurs, un comité de pilotage. La 4e condition, c'est un outil simple à comprendre, simple à utiliser, simple à gérer et qui va faciliter le boulot de l'animateur. En 5, c'est le progrès continu dans la mise en place. Et en 6, la reconnaissance des auteurs et contributeurs, c'est un point important, et la récompense collective. Donc, reconnaissance individuelle, récompense collective. Sur le slide numéro 20, donc l'engagement du dirigeant, une des conditions principales, c'est qu'il affirme que l'innovation est une priorité. Et toutes les enquêtes montrent que ce n'est pas forcément le cas, et donc ça ne crée pas forcément une dynamique comme on le souhaiterait. Donc affirmer que l'innovation est une priorité en sachant distinguer innovation incrémentale et innovation de rupture. Dans le système cohérent bien communiqué, c'est de faire bien sûr un plan de communication qui définisse les cibles, les messages et les moyens et le timing. Sur l'outil simple à comprendre, à utiliser, à gérer qui facilite, vous pourrez découvrir, si vous ne l'avez pas déjà fait, l'outil que nous avons construit et dont je vous parlais tout à l'heure, et qui va être utilisé après avoir diffusé une charte d'utilisation. Le progrès continu dans la mise en place, ça peut être à l'occasion d'un premier chantier 5S, d'essayer d'obtenir des résultats rapides, visibles et pérennes, et puis de ne pas oublier le C du PDCA, c'est-à-dire de bien faire, de bien avoir un système d'évaluation, une série de questions qui permet de savoir si on est bien dans le projet et si on avance conformément à ce qu'on souhaite. Donc pour aller plus loin, je vous enverrai
un questionnaire qui s'intitule questionnaire MC2, c'est-à-dire une dizaine de questions pour mesurer à la fois votre MC2 et celui de vos collaborateurs. Et puis, si vous le souhaitez, vous pourrez me demander un site dédié sécurisé que je mettrai à votre disposition pendant un mois gratuitement. Voilà. Donc, ce que vous allez recevoir, l'enregistrement de cette conférence, et puis le questionnaire MC2. Et maintenant, je suis au slide numéro 26 et j'ai tenu à peu près mon planning, oui, mon timing. Donc, de 11h30 à 11h50, nos questions, nos échanges. Comme nous sommes, alors je vais le vérifier, mais nous sommes combien au total 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, nous sommes une quinzaine, donc si on peut être effectivement concis dans les questions et dans les réponses, voilà, ça permettra peut-être à tout le monde de s'exprimer. Je vais maintenant libérer vos micros et nous allons pouvoir échanger, voilà. En tout cas, merci de votre attention pour cette partie et puis on se retrouve tout de suite. Voilà, normalement, tout le monde a maintenant la possibilité de poser sa question ou de donner un commentaire. Voilà, à vous. Oui, bonjour, Jean-Claude Leblay, Société NKE en Bretagne. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples, parce que là c'est effectivement c'est théorique, et des exemples d'applications faciles à mettre en œuvre, spectaculaires, impliquant plusieurs salariés de l'entreprise, pour qu'on ait un peu une illustration de tout ceci. Vous disiez à quelle occasion appliquer cette solution d'innovation participative, c'est ça? Oui, alors d'une part, à quelle occasion, mais quelques exemples, je dirais, de ce qui se passe en termes d'idées, en termes de valorisation, en termes de mise en place. Des exemples pratiques, quoi. Bon, alors, parce que là, on est dans la théorie, là. Des exemples pratiques. Alors, des exemples pratiques, je peux vous en donner un que j'ai, parmi ceux que j'ai vécu, et qui est souvent, qui marche très bien, c'est à partir d'un chantier 5S bien fait. C'est-à-dire que quand on fait un chantier 5S, ça concerne tout le monde, et en particulier les gens de terrain, ça concerne leur poste de travail. Et dans une entreprise qui s'appelle Cablophile, on a fait ce type de chantier, et à cette occasion, les gens ont forcément, puisqu'ils vivent tous les jours au contact de leur machine, de leur installation, ont des idées pour améliorer, mais qui n'ont pas forcément été écoutées. Donc dès qu'on les met dans une dynamique où on leur dit, bah voilà, vous allez appliquer les 5S, donc éliminer, ranger, nettoyer, standardiser, respecter un standard, et on leur dit, bah voilà, quelles sont vos propositions d'amélioration. Et là, on se retrouve effectivement avec des propositions d'amélioration qui, pour certaines, sont très basiques, mais qu'il est nécessaire d'accepter parce que l'expérience que j'ai, c'est que lorsqu'on accueille les idées, même si elles sont basiques, et qu'on les met en application, ou que l'on dit le pourquoi de ce qu'on pourquoi on ne les retient pas, ça permet aux gens de se motiver, de rentrer dans une dynamique de motivation. Et dans cet exemple-là, au bout de la 4e idée qui a été émise par une personne, sa 4e idée était une idée relativement géniale, puisque à l'époque, elle débloquait la capacité de l'usine de 10%, avec vraiment un investissement minimum auquel personne n'avait pensé. Donc, si vous voulez, à l'occasion de chantier 5S où on recherche l'efficacité, la sécurité au poste de travail, où on valorise les personnes et le lieu de travail, et où on cherche à développer l'état d'esprit continu, amélioration continue, c'est dans ce type de chantier qu'on peut avoir ce genre
ces idées qui arrivent et qui permettent de progresser. Idem pour des chantiers type Chine où on cherche à simplifier les flux, à diminuer les gaspillages. Donc tous les types de chantiers qui sont que l'on connaît dans le Lean, dans la démarche Lean ou dans l'excellence opérationnelle, peuvent être générateurs d'idées d'amélioration. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, globalement, mais bon, est-ce que, par exemple, dans un cas d'un bureau d'études avec des ingénieurs, c'est également applicable puisqu'on est censé avoir des gens qui se prennent en charge eux-mêmes et qui ont leurs propres idées, je dirais, de productivité. Tout à fait. Alors, quel que soit le niveau, je vais vous répondre sur la notion d'innovation incrémentale. Quel que soit le niveau qu'on a atteint, on peut toujours faire mieux. Donc, même des gens de bureau d'études qui peuvent être des super diplômés, ils peuvent améliorer encore leur motivation, ils peuvent améliorer encore leurs compétences et leur communication. Et quand j'évoque la communication, ils peuvent surtout l'améliorer d'une part avec les gens de terrain, ça me paraît très très important, et d'autre part, ils peuvent l'améliorer avec leurs clients et avec leurs fournisseurs et avec les autres services. Donc, il faut arriver à créer cette communication et c'est finalement cette façon de ne pas perdre les idées de progrès et que tout le monde ait envie de faire de mieux en mieux jour après jour. Et donc, ça concerne aussi bien le service qualité, les services financiers que les ateliers, que les bureaux d'études. Et je pense que la communication entre l'amélioration entre tous ces secteurs est vraiment l'élément clé qui va à la fois augmenter la motivation et augmenter la compétence de chacun. C'est vraiment dans cette équation-là, l'aspect communication qui est en quelque sorte le facteur de l'efficacité collective, il rejaillit forcément sur la compétence des gens et sur leur motivation. Donc il y a ce qu'on appelle des effets de rétroaction. Et les gens de bureau d'études, ils sont autant concernés que les autres. J'ai envie de réagir, Jacques Lemorvan, l'appareil. Oui, Jacques. Indépendant, ex-industriel, notamment chez Faurecia, mais dans d'autres entreprises. J'ai envie de réagir un peu sur cette question et en particulier en reprenant le thème de l'ingénieur du bureau d'études. Je vais citer un cas assez basique qui est qu'un ingénieur n'a pas forcément, il a peut-être des connaissances théoriques mais n'a pas forcément la pratique. Et si on raisonne par exemple dans le domaine mécanique, un ingénieur peut d'un coup de crayon déterminer une pièce qui va être droite, sans angle ou avec un arrondi faible, etc. Le fait de ne pas mettre d'angle du tout dans une pièce va conduire à usiner la pièce. Le fait de mettre un angle peut conduire à être capable de faire la pièce avec d'un coup de presse, par exemple, avec des coûts totalement différenciés. Le fait de mettre un angle plus ou moins important va permettre, ou un arrondi, va permettre, par exemple, pour une presse donnée, d'avoir une cadence plus ou moins importante. Et donc, on voit bien à travers cet exemple-là que l'interaction dans un développement est fondamentale, et de faire en sorte que la prise en charge et en compte de toutes les idées des uns des autres, de l'ouvrier qui comprend, qui voit que de manière expérimentale, quand on met un rayon supérieur, en fait, on est capable d'accélérer par exemple la presse, ce qui n'est pas du tout une évidence théorique venant de quelqu'un qui est dans un bureau d'études. Donc la question de la participation collective et de tous à tous les projets est essentielle. La deuxième question qui se pose par rapport à ça, c'est une fois qu'on a dit que l'évidence qui est que tout le monde a un input dans un projet, c'est comment faire en sorte que cet input soit intégré. C'est là qu'intervient la notion d'outil. Soit on est en outil individuel du type IdeasMind développé par André, soit on est dans la mise en place de groupes de projets dans lesquels, autour d'une table, dans le cadre de réunions, etc., les uns et les autres expriment leurs idées. Et on voit bien que là aussi, ou soit à travers des projets de type Chine, par exemple, où on est complètement sur le terrain, et là les gens expriment leurs idées, etc. Après, se pose la question de savoir est-ce que toutes ces idées doivent être mises dans un système. Il est clair que la réponse générique à ça, il n'y en a pas, mais
notamment quand on fait des chantiers de type Oshin, on ne s'amuse pas nécessairement à mettre dans un logiciel toutes les idées des uns des autres. On met sur papier, directement sur la machine, toutes les idées sur des post-it, etc. On trie, on exécute et on met en œuvre. Voilà. Mais en tout cas, la synthèse de ça, c'est la coopération de tous est essentielle. Que derrière, les méthodologies pour faire coopérer les gens entre eux et les services entre eux sont diverses et variées. Et qu'à un troisième niveau, la question de savoir si on doit mettre toutes les idées des uns des autres dans un système de type informatique ou autre est encore un autre sujet. On pourrait ajouter, est-ce que le reward, entre guillemets, est encore un autre sujet, puisqu'on peut aller vers des rewards de type personnel ou collectif, en nommant le meilleur ouvrier de la semaine, du mois, de l'année, que sais-je, etc. Il y a toute une série de problématiques qui se posent. Chaque entreprise doit se positionner, à mon avis, sur la manière de faire, et en fonction des circonstances, mais en tout état de cause, la question de la participation collective des uns et des autres, et dans toute la chaîne hiérarchique, est une évidence. Ok, merci Jacques, merci. D'autres réactions, d'autres commentaires? Oui, bonjour Jérôme Michel. Au niveau de l'exploitation là des idées et des commentaires qui sont émis par les différents collaborateurs, oui. Comment ça se passe avec l'outil? Après il y a une analyse, enfin il y a un processus de validation, de qualification des idées. Enfin ça marche comment? Globalement, le système se veut le plus simple possible et le plus impliquant pour à la fois la personne qui émet l'idée, contributeur à la réalisation ou à la documentation de l'idée, et puis surtout le hiérarchique de la personne. Et dans le système, c'est le hiérarchique qui a le rôle de coter l'idée, de l'enrichir éventuellement avec l'émetteur, et de faire en sorte que s'il considère que cette idée-là est valable, de la faire progresser jusqu'à sa réalisation, et donc d'aider à sa réalisation. Voilà un peu le schéma, et faire en sorte que dans un système comme celui-là, les contributeurs soient aussi valorisés, c'est-à-dire que pas seulement les émetteurs, et c'est pour ça que dans l'outil, il y a un pavé contributeur où on peut mettre effectivement le nom des contributeurs. Et ça, c'est un de nos clients qui nous l'avait signalé en disant: oui, les gens des services, ils disent ouais, les idées d'en bas ou du terrain, c'est bien, mais nous, on a notre boulot, etc. Et une façon de contrer ça, c'est de faire en sorte que les gens des services aient exactement la même information que ceux du terrain et puissent effectivement être valorisés, reconnus lorsqu'ils contribuent à la réalisation d'une idée. D'accord. D'autres réactions, d'autres remarques? Oui, bonjour, Jean-Pierre Pelé, société Challenge You, plateforme de partage, de création et de partage de contenu, société canadienne. Juste deux remarques sur les conditions de succès. Par expérience, je pense que il est très important de choisir le premier projet, ou en tous les cas que le management mette toutes les conditions en œuvre pour faire de la première du premier projet un véritable succès. C'est-à-dire le choix du contexte, le choix des hommes, prendre des gens qui sont vraiment leaders dans l'entreprise et faire vraiment en sorte que cette première opération soit un succès, et ensuite la communiquer à travers l'entreprise. Vraiment la communiquer sur un mode positif de manière à ce que la mayonnaise puisse prendre progressivement. Voilà. C'est juste un mot là-dessus, c'est une bonne remarque, Jean-Pierre, c'est que en fait l'idée c'est que pour une entreprise qui n'a pas encore démarré, je pense que la meilleure chose c'est que le dirigeant avec son équipe des N-1 ou quelques personnes qu'il choisit se mettent avec cette équipe dans le dispositif, dans la solution, et choisissent par exemple un sujet du type comment pourrait-on, quelles sont nos idées pour développer l'esprit amélioration continue de nos collaborateurs, et qu'ils testent même ce type d'approche, et qui donc se fassent la main en quelque sorte comme étant un premier pas,
avant de lancer effectivement un sujet bien choisi, qu'ils auront choisi entre eux, pour dire voilà, là on va proposer ça, éventuellement à une première équipe ou un premier secteur, et après on verra pour la généralisation à l'entreprise. Mais je pense qu'il faut y aller effectivement pas à pas et commencer par le haut. C'est ce qui serait le mieux, hein, voilà, de mon point de vue. Antoine? Oui. Tu as des choses à nous dire? Ah ben, je voulais simplement, oui, je voulais réagir sur quelques points que tu as évoqués. Quand tu parles d'indicateurs du genre nombre d'idées par personne, oui. Il faut vraiment distinguer les activités des gens, parce que dans un bureau d'études, c'est pas le nombre d'idées qui compte tellement, quoi. C'est un peu, même si on peut parler d'innovation incrémentale d'une certaine manière. C'est pas, je connais pas trop d'exemples où le nombre soit moteur pour un bureau d'études. Enfin, je pense que quand on parle de 10, 15, 20, 30 idées, c'est plutôt dans les activités industrielles, opérationnelles. Oui. Deuxième chose, donc ça dépend de l'activité, quoi. Faut pas trop s'accrocher à ce type d'objectif, d'autant plus que tout dépend aussi de la maturité de la culture d'une usine. Dans certains cas, on va trouver que telle idée, bon, bah, ça fait partie des choses normales que n'importe qui doit avoir et faire, alors que pour d'autres, c'est déjà un exploit que de lancer telle initiative, quoi. Donc c'est plutôt, ça dépend un peu de la culture et c'est le seuil à partir duquel on a envie de reconnaître l'initiative et la créativité d'une personne. Donc voilà. Le deuxième point, je pense que tu parles de l'engagement des patrons au niveau des valeurs de l'innovation. Bon, bah tous les patrons, c'est un peu comme depuis le début du XXe siècle. Il y a les dirigeants ont toujours des phrases déclamatoires du genre la ressource la plus importante de l'entreprise, etc. Et puis derrière, il se passe rien. Oui. Donc, en fait, il faut surtout pas se contenter de déclarations de principe, mais j'ai été frappé de la puissance de l'exemplarité d'un patron. C'est-à-dire un patron qui s'attache à savoir quelles sont les innovations inattendues venant du personnel et qui est capable de venir sur le terrain féliciter des gens qui font des choses, qui est capable de les défendre quand leurs idées ne sont pas bien reçues par les bureaux d'études, etc. Enfin, il y a un engagement d'un patron qui donne l'exemple et donne les moyens. Bon, enfin, c'était quelques remarques que je voulais faire. Pertinente, merci Antoine. Je voulais rajouter aussi une chose, c'est que dans le management des idées, il y a deux approches complémentaires, et tu l'as très bien dit dans ton exemple, quand tu parles de chantier Kaizen ou 5S. Quand tu fais un chantier 5S, ça s'appelle de l'innovation provoquée. Tu provoques les choses par une mise sous tension de l'organisation avec des méthodes comme celle du 5S qui permettent de ressortir toute une série d'initiatives qu'on n'aurait pas lieu si on fait dorénavant comme d'habitude. Donc c'est de la provocation, c'est très utile. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en provoquant un petit 5S dans un coin, on débouche sur une idée géniale qui est l'innovation inattendue, là pour le coup, qui permet de gagner 10% d'opérationnalité dans une usine. Tout à fait. C'est vraiment très intéressant parce que c'est souvent comme ça. Oui. Et que les choses se passent, c'est-à-dire qu'on cherche quelque chose, parce qu'il y a des chantiers, et à l'occasion d'un chantier, tu as une idée sur 100 qui va te rapporter des sous, de manière significative, celles qui vont aboutir à 1500 € par personne. Tu vois, c'est pas toutes les idées. Il y a des idées qui rapportent peu de choses. Oui, mais quand on a beaucoup, Antoine, tu as quand même les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Hein. Quand je me rappelle, tu as cité l'exemple de Renault. Renault ne chiffre pas les économies de toutes ses idées. Il ne chiffre les idées qu'à partir d'un seuil d'au moins 1000 ou 2000 € de gain. En dessous, on compte pas, parce que sinon, on va passer notre temps, ça va coûter plus cher de compter que de gagner des sous. Tout à fait, je suis d'accord. Tout à fait. Et donc, du coup, ça restreint assez rapidement le nombre d'idées dont on compte, ce qu'on appelle les idées chiffrables. Voilà. Très bien, merci Antoine.
il nous reste 2 minutes. Une autre intervention, un autre commentaire? Bonjour, j'entends beaucoup d'interventions de très grosses entreprises. Et Oui. qu'en est-il au niveau des PME et des TPE? Est-ce que c'est transposable? C'est totalement transposable. Nous sommes une PME de 4 personnes. C'est totalement transposable dans la mesure où il y a des hommes, des femmes dans l'entreprise qui ont envie de faire des progrès, qui ont envie d'être écoutés, qui ont forcément des idées sur leur travail quotidien. À partir du moment où le dirigeant d'une petite entreprise pris conscience de ce potentiel aujourd'hui inexploité, de libération de l'initiative, de la créativité, de l'intelligence de ces gens, eh ben, il y a forcément un gisement de progrès qui est à exploiter. Et aujourd'hui, il y a des petites entreprises qui mettent en place ce système-là. Quand on dit les petites, 50 personnes, 100 personnes. Hein, donc, c'est quelque chose qui est tout à fait qui concerne tout secteur et toute dimension d'entreprise à partir du moment où il y a 3-4 personnes. Hein. En fait, il faut voir ça comme un outil d'aide au dialogue entre des gens qui se croisent tous les jours mais qui ne se disent pas tout. Il y a énormément de choses non dites dans une petite organisation et le fait que quelqu'un s'exprime et dise ça permet de formaliser et de faire et d'aller beaucoup plus vite dans l'aboutissement du changement des choses, quoi. Aucune idée n'est perdue, en quelque sorte. Là, à partir de ce moment-là, on ne perd pas les idées et c'est un des éléments clés. Très bien. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, il est 11h50. Je vous remercie pour votre attention, votre participation, vos questions, et puis peut-être à une prochaine fois où je vous proposerai un autre sujet ou un complément à ce sujet-là. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci. À bientôt. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir.